La revue de presse de Madame Polony, Natacha de son prénom. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le Monde, a les yeux tournés vers la frontière turco-syrienne. Le Figaro, la Turquie sabote la coalition contre Daesh et Libération s'interroge. Saoudiens, Russes, Turcs, qui sont nos vrais alliés? Pendant ce temps, la sécurité reste au cœur des préoccupations. L'opinion, le PNR ou l'inertie de l'Europe face au terrorisme. Et même le canard enchaîné. Jusqu'où ira l'état d'urgence? Hollande, rasons le Père Noël et interdisons la poupée barbue. Alors le vrai Hollande, lui, est en une de l'Express. Attentat, climat, la France triomphera des périls. On en parlait avec l'ambassadeur de Russie en France. Ce qui se passe en Turquie préoccupe vos journaux. Oui, alors hier, ils étaient sur la constitution de la fameuse coalition contre l'État islamique. Et en fait, ce matin, c'est déjà l'avis de décès qui est publié. Alors Libération en profite pour dresser un portrait de nos alliés. Les États-Unis, l'allié effacé. Les pays du Golfe, l'allié ambigu. L'Iran, l'allié indirect. Et la Turquie, l'allié malaisé. Bon, le terme est faible. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet y va plus directement. En admettant que l'appareil russe est mordu de quelques kilomètres sur le territoire turc, écrit-il, il n'avait nulle intention de le bombarder. On aimerait que le gouvernement d'Ankara soit plus regardant sur les transits de djihadistes sur son territoire, sur les trafics en tout genre qui s'y opèrent pratiquement à ciel ouvert. Mais c'est Renaud Girard dans le Figaro qui dresse le bilan de la politique turque sur 50 ans. La rupture historique de l'élection d'Erdogan en 2003, la volte-face du dirigeant turc vis-à-vis de Bachar el-Assad, son pacte secret avec l'État islamique, l'abandon de la ville de Kobané et de ses combattants kurdes et le chantage vis-à-vis de l'Europe sur la question des migrants. En Turquie, écrit Renaud Girard, la police, l'armée et la marine sont très fortes. On ne nous fera jamais croire qu'elles n'avaient pas les moyens de contrôler les côtes d'Asie mineure et de mettre fin au trafic maritime des êtres humains. Alors le journaliste déplore les concessions d'Angela Merkel qui aurait cédé au rapport de force. Ce beau pays fut notre allié, conclut Renaud Girard. Hélas, il ne l'est plus. On en vient à l'instant campagne régionale. Oui, et puis la preuve qu'on en revient là, c'est qu'on voit surgir les inévitables sondages. Le Monde l'affirme donc en une. Après les attentats, le FN en position de force. Pour le journal, l'onde de choc des attentats modifierait profondément les enjeux des élections régionales. Oui, mais le Figaro prend les choses différemment. Sondage, les attentats n'ont pas bouleversé la donne. Le FN serait conforté à la première place et le PS ne bénéficierait pas du sursaut espéré. Pour 58% des Français, les attentats n'auraient pas de rôle, ne les auraient pas fait changer de choix de vote. Bref, on ne sait pas, mais on commente. La loi Macron adaptée aux coiffeurs. Oui, ça c'est un petit article dans Le Parisien qui nous raconte ce qui est tout de même un combat politique, celui des coiffeurs. Gérard Cabdet, le président de la Chambre des métiers des Pyrénées-Orientales, a écrit il y a quelques jours un courrier à Manuel Valls pour l'alerter contre un projet inclus dans la loi Macron 2, alléger les conditions d'ouverture d'un salon de coiffure, bref, ne plus exiger de diplôme. Les professionnels protestent en fait contre une libéralisation qui risque de mettre en danger, disent-ils, le système d'apprentissage, mais aussi les consommateurs. Une permanente ou une couleur, commente une coiffeuse, ça ne se réussit pas par magie. Gérard Cabdet, lui, voit surtout dans cette mesure le mépris des intellectuels surdiplômés pour les formations des travailleurs manuels. La COP 21 J-5 ? Oui, alors il y a bien sûr la grande interview de François Hollande en une de l'Express, spéciale COP 21, avec des considérations sur les grands enjeux climatiques, le nombre de degrés de réchauffement qu'il s'agirait d'éviter. Mais en fait, je vous conseille plutôt le beau texte du conservateur en chef du département des peintures du musée du Louvre dans Libération. Il réfléchit au regard de l'homme sur la nature à travers l'art du paysage dans la peinture et c'est passionnant. Mais finalement, pour comprendre ce rapport de l'homme à la nature, sans doute qu'il faut lire surtout l'article des Échos sur l'ouverture en Chine d'une ferme géante permettant le clonage industriel et la production d'1 million de vaches par an. L'avantage de la Chine, c'est qu'elle pousse jusqu'à l'absurde notre logique de transformation de la nature en outil de production. Alors des vaches ou des boulons, quelle différence finalement ? Gérard Depardieu, des jolis mots de Gérard Depardieu. Oui, parce que finalement, l'interview la plus intéressante dans l'Express, c'est celle de Gérard Depardieu, parce qu'elle dessine en fait à travers des phrases magnifiques une vision de l'homme et du monde. Tout à coup, dit-il, je tombe sur quelqu'un ou sur un paysage devant lesquels j'aurais pu passer sans m'arrêter. Et là, aujourd'hui, je me laisse prendre. Je suis fascinée par la trace de l'histoire. J'aime savoir que des gens sont passés là et y ont laissé leur culture. J'aime la trace de l'homme débarrassé des rumeurs et des idées. Les idées sont encombrantes. J'aime la respiration, le cosmos et l'énergie qui s'en dégage. Et puis, il ajoute ceci aussi. L'époque est pauvre, il faut remplir les tuyaux. La masse devient bête parfois, alors que les individus sont passionnants.
C'est une réflexion splendide sur la violence du regard des autres, sur la littérature, sur la politique et sa corruption, avec cet art de beaucoup en dire en une simple phrase anodine à la question « Pourquoi mangez-vous autant ?», eh bien, il répond simplement « Pour trouver quelque chose de bon ». Voilà, interview de Gérard Depardieu à lire dans l'Express cette semaine. On termine par un petit détour aux États-Unis. Oui, le chroniqueur des pages Sciences et Médecine du Monde nous signale de nouveau un travail scientifique absolument crucial. Aux États-Unis, figurez-vous, l'État de l'Indiana a légiféré pour empêcher les stripteaseuses d'évoluer complètement nues et de s'approcher à moins de 3 mètres des spectateurs. Alors, l'affaire est arrivée jusque devant la Cour suprême au titre du premier amendement, mais la Cour en fait a refusé. La législation en question ne porterait pas atteinte à la liberté d'expression des stripteaseuses. Alors, n'écoutant que leurs devoirs scientifiques, eh bien, des chercheurs ont inventé des tests qui se sont montrés sans appel. Sans nudité ni proximité, la quantité statistiquement significative d'érotisme est en baisse. Ils auraient pu nous demander, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui auraient pu expliquer que c'était le cas. Hein, mais... bon, et donc ils en ont conclu, ils en ont conclu que le message est altéré et que la liberté d'expression est bafouée. Liberté d'expression, foi en la science, c'est quand même ça, ces belles valeurs occidentales qu'il faut défendre contre les intégristes. La revue de presse de Natacha Polony qui déshabille la presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.